Il existe des séparations qui ne relèvent pas uniquement du hasard, du conflit ou de l'incompatibilité. Certaines ruptures surviennent comme un mouvement silencieux de l'âme, un appel intérieur à grandir, à se transformer, à évoluer au-delà de ce que nous croyons possible. Lorsque quelqu'un disparaît de notre vie sans explication claire, lorsque les liens se dissolvent sans bruit, nous cherchons souvent des réponses à l'extérieur, dans les mots non dits, dans les comportements passés, dans les regrets, dans les hypothèses. Mais ce que nous traversons était souvent bien plus vaste. Derrière l'absence se cache un processus psychique profond, un mécanisme de maturation intérieure, un passage nécessaire vers une conscience plus lucide, plus stable, plus alignée. Car chaque séparation véritable agit comme un miroir brutal. Elle révèle nos attachements, nos dépendances, nos peurs fondamentales, mais aussi nos ressources cachées. Comprendre ce mouvement, ce n'est pas effacer la douleur. C'est lui donner un sens. C'est transformer la perte en compréhension et la blessure en éveil. Et si ce que nous appelons absence n'était pas réellement un manque, mais le début d'une compréhension plus vaste de nos attachements intérieurs? Lorsque quelqu'un quitte notre vie, il semble d'abord s'effacer du monde extérieur. Son visage n'apparaît plus dans notre quotidien. Sa voix ne résonne plus dans nos silences, ses gestes ne traversent plus nos journées. Et pourtant, intérieurement, rien ne s'arrête vraiment. Quelque chose continue de vibrer, comme une présence invisible, subtile, persistante. L'absence devient alors une illusion, non pas parce que l'autre est encore là, mais parce que sa trace intérieure demeure active, presque vivante. L'inconscient ne connaît pas la même temporalité que la réalité. Là où le monde extérieur impose des ruptures nettes, des séparations visibles, la psyché, elle, avance lentement, par couches successives. Elle garde en mémoire les regards échangés, les émotions partagées, les promesses murmurées, les espoirs suspendus. Ces fragments deviennent des images mentales, des sensations diffuses, des résonances affectives qui s'impriment profondément dans l'âme. Et même lorsque la relation s'interrompt, ces empreintes continuent d'agir, comme si l'histoire refusait de se clore. Dans la psychologie profonde, ce phénomène révèle une vérité dérangeante. Nous ne restons pas attachés à une personne, mais à ce que nous avons projeté en elle. Nous ne pleurons pas seulement un être, mais une construction intérieure. Une image façonnée par nos désirs, nos manques, nos blessures, nos besoins d'amour et de reconnaissance. Cette image devient un symbole puissant, porteur de sens, capable d'occuper un espace immense dans notre monde intérieur. Ce que nous croyons regretter, ce n'est pas tant la personne réelle avec ses contradictions, ses limites, ses absences. C'est ce qu'elle incarnait pour nous. Une promesse silencieuse de sécurité. L'espoir d'être enfin compris. La sensation d'exister pleinement dans le regard de l'autre. Une chaleur affective qui venait apaiser des zones anciennes, parfois inconscientes. Ainsi, l'attachement dépasse la relation elle-même. Il s'ancre dans une quête plus profonde, celle de se sentir entier. Dans ce mécanisme, l'inconscient agit comme un gardien du sens. Il refuse de laisser disparaître brutalement ce qui a nourri l'âme. Il conserve les images comme on préserve un feu fragile dans la nuit. Chaque souvenir devient une braise. Chaque pensée répétitive, une tentative de rallumer une lumière ancienne. Ce n'est pas une faiblesse, mais une fidélité intérieure à ce qui a fait battre le cœur. Et pourtant, cette persistance crée un paradoxe. Plus l'autre est absent extérieurement, plus sa présence intérieure semble s'intensifier. Le silence laisse place à l'imaginaire. Le manque ouvre un espace que la pensée s'empresse de combler. La psyché reconstruit, réorganise, embellit parfois, dans l'espoir secret de préserver un équilibre émotionnel menacé. Ce mouvement intérieur agit comme une compensation. Là où la réalité retire, l'imaginaire ajoute.
C'est ainsi que naît l'illusion de l'absence. Car en vérité, ce n'est pas l'autre qui demeure, mais la part de nous qui s'est éveillée à travers lui. Une part sensible, vulnérable, avide de liens, de reconnaissance et de sécurité. Cette part, n'ayant pas encore trouvé en elle-même un appui solide, continue de chercher dans le souvenir ce qu'elle ne parvient pas encore à créer seule. Dans ce théâtre intérieur, l'autre devient un symbole, un miroir, parfois même un refuge. Et tant que ce symbole reste actif, le détachement semble impossible. Non pas parce que l'amour persiste, mais parce que le besoin intérieur n'a pas encore trouvé sa propre source. Car derrière ce sentiment de vide se cache souvent un mécanisme inconscient plus profond, où nos blessures anciennes et nos attentes projetées prennent le dessus. Dans les profondeurs de la psyché, il existe un territoire silencieux que Carl Gustav Jung nommait l'ombre. Ce lieu intérieur contient tout ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous, tout ce que nous avons appris à dissimuler, à taire, à refouler. Nos fragilités, nos désirs inavoués, nos peurs archaïques, nos élans inassouvis y demeurent en attente. Et lorsqu'une rencontre survient, lorsque quelqu'un entre dans notre vie avec une intensité particulière, ces contenus enfouis cherchent instinctivement un support extérieur sur lequel se projeter. Dans l'amour, ce mécanisme devient d'une puissance vertigineuse. L'autre ne se contente plus d'être un individu distinct. Il devient un écran sur lequel l'inconscient projette ses images les plus profondes. Nous déposons sur lui nos blessures anciennes, espérant qu'il les apaise. Nous lui confions nos manques, croyant qu'il saura les combler. Nous y inscrivons nos idéaux, nos rêves d'absolu, nos quêtes de complétude. Ainsi, l'être aimé se charge d'une dimension symbolique immense. Il cesse d'être seulement lui-même pour devenir le porteur d'une promesse intérieure. Dans cette dynamique, la relation prend d'une profondeur qui dépasse largement la simple rencontre humaine. Elle devient un espace sacré, presque mythique, où se rejoue l'histoire de notre âme. L'autre incarne ce que nous n'osons pas encore devenir. Il reflète nos potentiels inexprimés, nos élans contenus, notre désir secret de guérison et d'unité. Nous aimons alors non pas ce qui est, mais ce que nous entrevoyons à travers lui. Lorsque la relation s'interrompt, ce monde symbolique s'effondre brutalement. Les projections n'ont plus d'ancrage extérieur. Elles se détachent de l'autre et retombent vers nous comme une pluie intérieure. Ce retour soudain crée une sensation de vide vertigineux. Non pas parce que l'autre n'est plus là, mais parce que la lumière que nous avions déposée en lui se retire du champ de notre conscience. Ce retrait provoque une désorientation profonde, parfois vécue comme une perte identitaire, car dans cette projection, nous avions confié à l'autre des fragments essentiels de notre être, des parts vulnérables, sensibles, lumineuses. Et lorsque ce support disparaît, ces fragments reviennent à leur origine, mais sous une forme encore confuse. Ils demandent à être reconnus, intégrés, réappropriés. C'est là que commence véritablement le travail intérieur. Ce que nous pleurons dans ces moments, ce n'est pas tant l'absence de l'autre que la disparition d'un état intérieur. Une sensation d'expansion, d'intensité, de vitalité. Une impression d'être pleinement vivant, vibrant, relié. Cette lumière semblait émaner de la relation, mais elle provenait en réalité de notre propre profondeur psychique. Elle était réveillée par la rencontre, mais elle ne lui appartenait pas. L'ombre affective se manifeste précisément dans cet espace de confusion. Elle nous confronte à ce que nous avons remis à l'extérieur. Elle nous oblige à regarder ce que nous avions refusé d'habiter seuls. Dans ce face-à-face silencieux, les blessures non guéries émergent, les manques refoulés se réveillent, les désirs inavoués demandent enfin à être entendus. Cette confrontation peut être déstabilisante, car elle dissout les illusions protectrices et révèle la nudité de l'âme. Pourtant, ce processus porte en lui une possibilité rare,
celle de l'intégration. Lorsque nous cessons de chercher chez l'autre ce qui nous manque, nous commençons à redécouvrir ces ressources en nous-mêmes. Ce qui avait été projeté peut alors être réintégré, lentement, patiemment, dans la conscience. La lumière retirée de l'extérieur s'oriente vers l'intérieur. Et ce mouvement marque le début d'une transformation profonde. Dans cette alchimie intérieure, l'amour cesse d'être une quête de complétude pour devenir un chemin de reconnaissance de soi. L'autre n'est plus le détenteur de notre valeur, mais le révélateur de notre potentiel. Ainsi, ce qui semblait être une perte se transforme peu à peu en une invitation à redevenir l'auteur de sa propre lumière. Et lorsque ces projections s'effondrent, un espace nouveau apparaît, celui d'un vide nécessaire, prêt à devenir un véritable seuil de transformation. Le vide qui surgit après une absence n'est pas un effondrement. Il ne ressemble pas à un gouffre brutal, mais plutôt à un espace silencieux, suspendu, étrange, presque irréel. Tout semble s'arrêter pendant un instant. Les repères habituels disparaissent. Le temps ralentit. Les pensées se font plus diffuses. Et dans ce ralentissement, une sensation inhabituelle s'installe, comme si l'âme elle-même retenait son souffle. Ce vide est un seuil. Il marque la frontière invisible entre ce qui fut et ce qui cherche encore à naître. Il ne détruit pas, il dépouille. Il enlève les certitudes, les automatismes, les anciennes identités. Il met à nu ce qui jusque-là était dissimulé sous la dynamique de la relation. Car tant que le lien existait, une partie de notre énergie se dirigeait naturellement vers l'extérieur. Elle alimentait l'attente, le désir, l'espoir, la projection. Lorsque cette orientation cesse, l'énergie se retourne vers l'intérieur, révélant des zones longtemps restées dans l'ombre. C'est alors que surgissent les dépendances affectives. Non comme des faiblesses, mais comme des traces anciennes. Elles racontent une histoire plus vaste que la relation elle-même. Elles parlent de besoins fondamentaux, parfois nés dans l'enfance. Le besoin d'être vu, reconnu, accueilli sans condition. Elles évoquent aussi des peurs archaïques, profondément ancrées dans l'inconscient. La peur d'être abandonné, oublié, rejeté. Ces peurs ne sont pas rationnelles. Elles appartiennent à une mémoire émotionnelle primitive, antérieure aux mots. Dans le silence du vide, ces mémoires se réveillent. Elles remontent à la surface sous forme de tristesse diffuse, d'angoisse légère, de nostalgie imprécise. Le mental cherche à les comprendre, à les nommer, à les expliquer. Mais ce mouvement intérieur ne demande pas d'analyse immédiate. Il demande présence. Car ce vide n'est pas seulement un espace de manque. Il est un espace d'écoute. Lorsque l'agitation cesse, lorsque les stimulations extérieures se raréfient, quelque chose de plus subtil devient perceptible. Une voix intérieure, souvent étouffée par le bruit du monde, commence à se faire entendre. Elle ne parle pas en phrases claires. Elle s'exprime par des sensations, des intuitions, des élans fragiles. Elle invite doucement à un retour vers soi. Dans ce silence, l'âme se déploie lentement, comme une fleur nocturne. Elle ne cherche plus à s'accrocher, elle observe, elle ressent, elle explore. Ce mouvement intérieur marque le début d'une rencontre essentielle, celle avec sa propre profondeur. Ce que nous cherchions autrefois dans le regard de l'autre, nous commençons à le percevoir dans notre propre présence. Progressivement, le vide cesse d'être perçu comme une perte. Il devient un espace fertile, un territoire vierge où de nouvelles structures intérieures peuvent émerger. Les anciennes certitudes se dissolvent, laissant place à une identité plus souple, plus consciente, moins dépendante. Ce processus, que Jung nommait individuation, consiste à devenir ce que nous sommes réellement, au-delà des masques, des attentes et des rôles relationnels. Dans ce passage, l'âme traverse une phase d'inconfort, parfois de solitude. Mais cette solitude n'est pas un isolement. Elle est une chambre de transformation.
un lieu intérieur où l'être se réorganise, se redéfinit, se reconstruit. Chaque émotion devient un messager, chaque sensation, une indication du chemin à suivre. Ce qui semblait être une chute révèle alors sa véritable nature, une traversée, une initiation silencieuse, un dépouillement nécessaire pour accéder à une version plus authentique de soi. Le vide devient ainsi une porte invisible ouvrant sur un espace où l'identité n'est plus dictée par la relation, mais façonnée par la conscience. Et dans cette lente métamorphose, l'âme apprend à habiter son propre centre, à reconnaître sa propre lumière, à marcher sans appui extérieur, guidée par une sagesse plus ancienne que la peur. Dans ce silence naissant, la conscience s'éveille, ouvrant la voie à une lucidité capable de libérer ce que l'illusion retenait encore. À mesure que la conscience s'élargit, quelque chose change dans la manière dont nous regardons le passé. Le regard cesse d'être voilé par l'émotion brute. Il devient plus stable, plus précis, plus ancré. Ce n'est pas un durcissement, mais un ajustement intérieur. Comme si un brouillard ancien se dissipait lentement, révélant les contours réels de ce qui avait été vécu. L'idéalisation commence alors à se fissurer. Pendant longtemps, l'esprit s'était accroché à une version embellie de la relation. Il avait sélectionné les moments lumineux, amplifié les gestes tendres, magnifié les souvenirs agréables. Ce mécanisme n'était pas un mensonge, mais une tentative inconsciente de protéger l'équilibre émotionnel. Car reconnaître trop tôt les failles aurait signifié affronter la douleur de la désillusion. Mais lorsque la conscience gagne en maturité, ce voile protecteur devient inutile. La perception se réorganise. Les souvenirs s'éclairent différemment. Ce qui semblait harmonieux révèle ses déséquilibres. Ce qui paraissait fluide montre ses tensions latentes. Ce qui semblait stable laisse apparaître ses fragilités structurelles. Nous commençons alors à remarquer les silences. Ces silences qui n'étaient pas des pauses, mais des absences. Ces temps morts dans la communication, ces manques de réciprocité, ces moments où l'investissement émotionnel ne circulait plus dans les deux sens. Nous observons les incohérences entre les paroles et les actes, les promesses non suivies d'élan réel, les élans sporadiques suivis de retraits prolongés. Peu à peu, une compréhension nouvelle s'installe. La séparation n'a pas créé la distance. Elle l'a simplement révélée. Ce constat ne provoque pas d'amertume. Il n'engendre pas de colère durable. Il produit au contraire un apaisement profond. Car la lucidité met fin au combat intérieur. Elle supprime la lutte contre ce qui est déjà accompli. Elle dissout les illusions qui maintenaient l'espoir artificiellement vivant. Comprendre que la réciprocité n'était plus présente permet de sortir de l'attente. Et sortir de l'attente, c'est se libérer d'une tension constante. Tant que l'esprit espère un retour, une réparation ou une transformation de l'autre, il demeure prisonnier d'un futur imaginaire. La lucidité ramène au présent. Elle permet de voir que l'attachement ne reposait plus sur une relation vivante, mais sur une construction mentale nourrie par le souvenir et le désir. Là où il n'y a plus d'échange réel, le lien cesse d'exister psychiquement, même si l'émotion persiste encore un temps. Cette compréhension agit comme un réalignement intérieur. Elle restaure une cohérence profonde entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte. Elle évite la fragmentation de l'être, cette division intérieure où une part sait que c'est terminé tandis qu'une autre refuse encore de lâcher. La lucidité réconcilie ces deux pôles. Elle permet de reconnaître que le détachement n'est pas un abandon mais un acte de respect envers soi-même. Respect de ses besoins, respect de ses limites, respect de sa dignité émotionnelle. Elle met fin au sacrifice intérieur silencieux, à cette tentative constante de maintenir un lien qui ne se nourrit plus que d'un seul côté. Dans cette clarté nouvelle, l'esprit cesse de s'accrocher à ce qui ne répond plus. Il cesse d'interpréter chaque silence,
chaque distance, chaque absence comme un message caché. Il comprend que parfois, l'absence est simplement une absence, et que chercher un sens là où il n'y en a plus prolonge inutilement la souffrance. Cette lucidité ne referme pas le cœur. Elle le rend plus juste. Elle le protège sans le durcir. Elle ouvre la voie à une présence plus authentique, débarrassée des illusions qui entretenaient la confusion. Elle permet à l'âme de se réinstaller dans un espace de clarté, où l'énergie n'est plus gaspillée à maintenir ce qui s'est déjà dissous. Et de cette clarté retrouvée émerge un mouvement essentiel, celui du retour vers soi, là où commence la véritable stabilité intérieure. Il arrive un moment, souvent imperceptible, où quelque chose se déplace à l'intérieur. Ce n'est pas une décision brutale, ni un effort volontaire. C'est un glissement silencieux. L'autre cesse progressivement d'occuper le centre de la pensée. Son image ne disparaît pas encore complètement, mais elle perd de sa densité, de son emprise, de sa charge émotionnelle. Et dans cet espace libéré, une présence longtemps oubliée refait surface, la nôtre. Au début, ce retour à soi peut surprendre, comme si l'on découvrait un territoire familier, mais redevenu étrange. L'attention, jusque-là tournée vers le passé, commence lentement à s'orienter vers le présent. Les pensées cessent de tourner autour de ce qui n'est plus. Elles reviennent vers ce qui est là, maintenant, la respiration, le corps, les sensations, le rythme quotidien, les gestes simples. Ce mouvement marque une transformation profonde. L'énergie psychique, autrefois dispersée dans l'attente, l'espoir ou le regret, se rassemble progressivement. Cette reconcentration intérieure apporte une sensation nouvelle, celle de la stabilité. Non pas une stabilité rigide, mais un ancrage doux, une impression de se tenir à nouveau debout dans sa propre existence, sans appui extérieur constant. Le regard de l'autre, jadis indispensable pour se sentir exister, cesse peu à peu d'être une référence centrale. L'estime de soi se reconstruit de l'intérieur, à partir de petites choses. Une parole juste, une décision respectée, une limite posée, un silence accepté. Ce processus n'est pas spectaculaire. Il se tisse dans l'ordinaire, dans ces instants discrets où l'on se surprend à respirer plus librement, où l'on retrouve le goût d'une activité abandonnée, où l'on ressent à nouveau le plaisir d'un moment simple sans qu'il soit traversé par le souvenir de l'autre. Ces micro-transformations signalent que l'âme reprend doucement possession de son territoire. À mesure que ce retour à soi s'approfondit, une forme de liberté silencieuse s'installe. Une liberté qui ne cherche pas à s'affirmer, ni à se prouver. Elle se manifeste dans la capacité nouvelle à être seule sans se sentir vide. Dans la possibilité de rester en présence de soi sans éprouver le besoin immédiat d'être comblé. Dans l'aptitude à accueillir ses émotions sans les fuir ni les dramatiser. Ce retour à soi transforme également la relation au monde. Le regard devient plus clair, plus posé. Les attentes excessives diminuent, les projections s'atténuent, les rencontres cessent d'être des refuges émotionnels pour devenir des espaces d'échange réels. L'autre n'est plus chargé de réparer, de sauver, de rassurer. Il est simplement rencontré, dans ce qu'il est, sans le poids des besoins anciens. Intérieurement, un nouveau centre de gravité se forme. Il ne repose plus sur la relation, mais sur la conscience de sa propre valeur. Cette valeur n'est plus négociable, car elle ne dépend plus des réponses extérieures. Elle se construit à partir de la fidélité à soi, du respect de ses rythmes, de la reconnaissance de ses limites et de ses désirs authentiques. Dans ce nouvel équilibre, la solitude cesse d'être une menace. Elle devient un espace de ressourcement, un lieu où l'âme se régénère, se clarifie, se recentre.
Le silence n'est plus un vide à combler, mais un terrain fertile où émergent de nouvelles intuitions, de nouvelles directions, de nouveaux élans. Peu à peu, l'existence retrouve une densité plus juste. Chaque instant est vécu avec davantage de présence. Chaque choix devient plus conscient. Et dans cette simplicité retrouvée, une paix subtile s'installe, non comme une euphorie, mais comme une évidence tranquille, celle d'être enfin à sa place, dans sa propre vie. Car lorsque l'on se retrouve enfin, il ne reste plus qu'à laisser naître une nouvelle manière d'exister, plus libre, plus consciente, plus alignée.